Merci de regarder Canal 7. Bienvenue à votre débat politique décryptage cas par cas. Démocratie au Gabon, quid des alliances politiques? C'est la question thème de ce numéro. Et pour tenter d'y répondre, bien sûr, à travers des analyses plus pertinentes les unes que les autres, deux invités comme à chaque numéro. Dans la deuxième partie de l'émission, donc le débat, nous allons retrouver l'enseignant, chercheur à l'université Omar Bongo. Il est également philosophe. Éric Simon Zuéobian, c'est son nom. Pour l'heure, c'est l'entretien avec le premier invité de ce numéro. À tout de suite. Et c'est donc vous, Monsieur Paul Mba Abessol. C'est un honneur de vous recevoir sur ce plateau de décryptage cas par cas. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Je vous dis également merci de m'avoir invité à cette émission. J'essaierai de répondre à vos questions le plus objectivement possible, sans insulter qui que ce soit. Mais je vais essayer de ne dire que la vérité. Bien sûr, la courtoisie, c'est le maître mot de cette émission. Le principe est simple, nous avons 10 minutes d'entretien, un échange tout à fait cordial, mais qui s'intéresse un peu à vous, à votre vision de la politique. Et dans la deuxième partie, donc le débat, nous allons accueillir Éric Simon Zuéobian, qui sera votre contradicteur, bien sûr toujours dans la courtoisie. Vous êtes donc candidat à l'élection présidentielle de 2016 au Gabon pour le compte du Rassemblement pour le Gabon. Vous êtes président de ce parti politique qui, jusqu'à très récemment, était encore membre de la majorité. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ou à modifier à cette description de vous? Je voudrais d'abord dire à tous ceux qui m'écoutent, qui sont membres de toutes les communautés gabonaises, je voudrais leur dire que je parle à vous et je vous demande l'autorisation de parler. Je vous remercie de me la donner. Mais je voudrais dire tout de suite que je suis membre de la majorité républicaine. Je le reste, je le demeure. Quoi qu'on dise. Là, au moins, vous savez. Donc, par rapport à tout ça, je suis intégré. Donc, je n'ai peur d'être nulle part. Je suis gabonais. Je sais pourquoi j'ai signé la charte de la majorité républicaine. Si vous voulez, je vous rappellerai un peu l'historique. Déjà, en 90, pourquoi j'ai dit telle ou telle chose, le RSDG et le D'accord, nous y reviendrons bien sûr. Et peut-être un complément sur votre côté jardin. On sait que vous êtes très attaché à la tradition. Ah oui, alors, je suis très attaché à la tradition. Mais c'est moi-même, attaché ou pas. Vous êtes ce que vous êtes. Alors, je suis Fan, originaire de Kango, du village Aïmaoula. Alors, je suis Ngomelan, j'ai été initié au Melan à 7 ans. Et à cet âge-là, on m'a dit, maintenant que tu es Ngomelan, tu n'es plus ni jeune ni vieux. Tu as le devoir de défendre ton clan, le cas échéant, les armes à la main. Alors, mon clan, c'est clan SI6, c'est le clan Gabon, c'est le clan Nzebi, c'est le clan Dassa. Maintenant, j'assume tous les clans du Gabon. D'accord, ils se reconnaîtront, d'autres peut-être Gomelan comme vous. Voilà. Ok, d'accord. On va peut-être revenir un peu sur le volet politique. Vous êtes donc candidat à cette présidentielle gabonaise. On a envie de vous demander pourquoi. Pourquoi? Parce que je suis président d'un parti politique et puis lors d'un congrès, les militants de ce parti m'ont demandé d'assumer cette responsabilité, de rendre ce service, car je considère ça d'abord comme un service et non comme une promotion. Alors, je suis candidat à l'élection présidentielle sur la demande des militants et des sympathisants du Rassemblement pour le Gabon. Et pour revenir à la première remarque que vous avez faite, est-ce que vous n'avez pas l'impression, justement, en posant votre candidature, en la présentant, de violer un peu les dispositions de la charte que vous avez signée en intégrant la majorité? Je n'ai pas des impressions, j'ai la vérité. À partir du moment où je me trouve dans une structure qui ne respecte pas
mon identité, qui ne respecte pas l'identité de la plupart des gens. Je dis que cette structure est déviationniste. Donc à ce moment-là, il faut savoir s'affirmer à l'intérieur. Non pas dire « je m'en vais », mais nous voulons que cette majorité républicaine devienne une vraie majorité qui rende service au Gabon. Pas une majorité pour se préparer à occuper des places, pour écraser les autres, pour tout ce que vous voulez. Voilà pourquoi nous disons, nous restons dans cette majorité et nous voudrions que cette majorité devienne quelque chose de positif pour le Gabon et non pas un carcan où les gens sont enfermés comme les prisonniers, ils ne peuvent pas parler comme ils l'entendent. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Mais la dite majorité, vous aurez exclu samedi de son sein. Quel est le commentaire que vous faites? Mais là, elle peut faire ce qu'elle veut. Moi, je suis de la majorité républicaine. Je suis un des initiateurs de cela. Je ne vois pas, quand on exclut quelqu'un, d'abord, bon, on arrive au domaine juridique, là. J'ai une discipline, j'ai reçu une éducation. Si je vous exclus, c'est pour des raisons. Dans un parti démocratique, on dit, vous avez commis telle faute. On réunit une commission de discipline. La commission de discipline fait des enquêtes. Et quand les enquêtes sont faites, il y a une réunion qui décide si vous recevez une sanction ou pas, si vous devez être exclu ou pas. Alors pour ce qui concerne la majorité républicaine, qui n'est pas un parti, parce que là aussi, ce n'est pas bien parti dans l'esprit des gens. Ils croient que parce qu'on est dans la majorité républicaine, c'est un parti politique. La majorité républicaine, ce n'est pas le PDG ni le RPG, c'est une coalition où chacun garde son identité. Et à partir du moment où on voit qu'il y a des comportements qui ne conviennent pas au Gabon, qui ne conviennent pas à une cité démocratique, on dénonce cela et on prend des actes qui montrent qu'on veut que ça change. Alors, comment vous entrevoyez la présidentielle, peut-être la campagne électorale? On sait que tous les partis de la majorité doivent soutenir le candidat naturel donc, de cette majorité-là, qui est le président. Le candidat naturel n'existe pas dans une coalition. Le candidat naturel, c'est dans un parti politique. Voilà des confusions. Il n'y a pas de candidat naturel dans une coalition. Il y a chacun présente son parti. Alors, si on veut faire une candidature unique, avec quoi je ne suis pas d'accord, on organise une réunion de tous les partis qui sont membres de cette coalition-là, ce qui n'a jamais été fait. Est-ce que ça ne figurait pas dans la charte que vous avez paraphée en rejoignant? Pas du tout, la preuve. On a fait n'importe quoi et puis on n'a même pas eu de réunion. Ça n'a même pas fonctionné. Mais heureusement, on avait quelques réunions au niveau du secrétariat permanent. Mais en fait, la majorité n'a pas fonctionné puisque le chef n'était jamais là. On n'a jamais été reçu par le chef. On avait prévu des réunions à tel moment donné et les décisions à l'intérieur de cette structure doivent se prendre par consensus. Quand il n'y a pas de consensus, il n'y a plus rien. Et donc aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut vous considérer candidat de l'opposition, de la majorité? Vous n'êtes pas indépendant en tout cas. Je suis candidat de la majorité. C'est le deuxième candidat, si vous voulez. Le deuxième candidat de la majorité. Il n'y a rien d'autre. D'accord. Alors vous condamnez donc la bipolarisation de la vie politique en deux camps, donc majorité-opposition. On parlait de cela à l'instant. Et vous vous engagez dans la création de ce que vous avez appelé une voie nouvelle, la tétravalence. Oui. Comment ça s'explique? Qu'est-ce qui décline cette tétravalence? Nous sommes dans un système de pensée binaire. La pensée binaire est traduite par ceci. C'est toi ou c'est moi, pas les deux en même temps. C'est ce que j'appelle la pensée binaire. Majorité, opposition. Cela va contre nos traditions. Ça n'existe pas. Vous irez à Kindu, vous irez à Baposo, vous irez à Nyuako. Vous ne trouverez pas dans un village, on dit c'est vous ou c'est nous. Mais on dit toujours, c'est vous et nous. Voilà. Alors, donc, il faut sortir de ce système-là. Le système de la tétravalence, ça veut dire que vous avez la possibilité d'avoir plusieurs points de vue dont vous cherchez la synthèse. Et comme nous sommes plusieurs communautés, nous ne pourrons être que tétravalents. Ça veut dire que si vous avez une proposition, cette proposition a 3 ou 4 autres possibles. Comprenez? Donc, nous ne pouvons pas, nous, Gabonais, au niveau culturel, n'avoir que ce système de pensée binaire.
C'est aliénant, c'est tuant pour nos intelligences. Alors, mais dans la pratique de l'exécutif au Gabon, comment vous voyez cela, cette tétravalence? Comment je vois cela? C'est-à-dire, si vous êtes au pouvoir, vous n'allez pas chercher seulement vos amis. Vous regardez tous les Gabonais qui sont capables de rendre service à leur pays. Les Gabonais qui ont une formation, vous leur donnez les responsabilités qui correspondent à leur formation. Pour moi, dans mon idée, pour les responsabilités exercées dans le pays, ce n'est pas le PDG, ce n'est pas le rassemblement, c'est le Gabonais qui est compétent. Vous êtes là, vous êtes speakerine. Je dis, je me moque de vos origines. Mais ce qui est important pour moi, c'est ça. Si vous êtes compétente pour faire votre travail, ça me suffit. Je n'ai pas besoin de votre parti politique. Est-ce que c'est peut-être une sorte d'appel au pouvoir en place? Est-ce que c'est une lecture que vous faites de ce qui a été fait jusqu'à présent? Je ne parle pas de pouvoir, je parle aux Gabonais. Le pouvoir, c'est quelque chose de fictif. On fait ça pendant un temps, puis on s'en va. Mais il faut donner un esprit à tout un peuple. Ce qui fera que le peuple gabonais sera regardé comme un peuple qui a une pensée. Voilà. D'accord. On se souvient de vous également à travers ce slogan, l'école cadeau, l'hôpital cadeau, travail pour tous. Qu'en est-il aujourd'hui? Mais c'est toujours là, c'est toujours en vigueur. Ça n'a jamais été appliqué. Voyez, la formation des intelligences, chère madame. Je vous ai parlé du système des travaillants. C'est le vrai système de la formation des intelligences. Parce que les intelligences sont diversifiées. Dans un village d'une communauté gabonaise, vous avez celui qui sait jouer du tam-tam, celui qui sait faire la chasse, celui qui sait chanter. Vous avez chanté tout à l'heure de Rémi Fasola Sido, celui qui sait faire ceci. On lui dit, puisque tu sais faire ça, c'est la nature qui t'a donné ça. Donc, ta nature, ce que tu sais faire, tu dois le mettre au service de la communauté. Alors, si je vois seulement le système en binaire, ça veut dire que je suis obligé de sacrifier des esprits qui sont là. Si on dit, vous êtes la majorité, vous avez le pouvoir. Ça veut dire que ceux qui sont dans l'opposition, comme on dit, sont en marche, peu importe leur qualification, peu importe leurs compétences. Alors ça veut dire que vous allez vivre 7 ans avec ces intelligences en marge. Vous n'aurez pas profité d'elles. Et vous n'allez utiliser que la moitié de votre cerveau pour gérer votre pays. Ça, c'est inacceptable. D'accord. Vous vous présentez donc aujourd'hui candidat et vous avez déjà dit tout à l'heure, vous êtes chef traditionnel, enfin peut-être pas chef traditionnel, mais vous avez cette charge-là, cette responsabilité de transmettre... Je me sens responsable de tous. Voilà. J'ai fait le tour du Gabon 7 fois. Je suis entré en contact avec toutes les communautés gabonaises. D'accord. Vous êtes donc... Je sais, elle m'en parle, je vais vous dire quelque chose. Les Mitsogo. Je rencontre un vieux Mitsogo à Sindara qui discute avec moi. Bon, et puis il me regarde et dit, Monsieur Mbabosol, mais ce n'est pas parce que vous avez des yeux que vous voyez. Vous voyez, un villageois qui vous dit une chose comme ça, si vous êtes quelqu'un qui réfléchit, attention, il y a quelque chose derrière là. Ça veut dire qu'il y a toute une philosophie, toute une éthique, toute une morale. Vous avez donc cette casquette-là, de côté traditionnel, vous êtes un rassembleur et vous avez aussi votre casquette de chrétien. Oui, je suis également chrétien. Chrétien, c'est celui qui aime jusqu'à pouvoir mourir pour ceux qu'il aime. Ce sont donc ces 3 valeurs que vous pensez en tant que président, si vous l'êtes, transmettre aux Gabonais, appliquer? Ce n'est pas que ça, ce sont 2 choses. Je dis, bon, je suis chrétien, tout le monde n'est pas chrétien. Mais il faut que les gens sachent ce que moi je veux, de quoi je me réclame. Qu'on puisse discuter, que quelqu'un qui m'entend parler dise, voilà un chrétien. Quelles sont donc les valeurs qui comptent pour vous en tant que gestionnaire ou manager d'une nation, par exemple? Quelles sont les valeurs que vous pourriez mettre en... C'est l'ouverture, la tolérance. Il faut savoir, il faut accepter que les autres soient différents que soi, qu'ils pensent différemment, qu'on ne procède pas à l'exclusion. Quand on exclut, ça veut dire qu'on est de la pensée binaire. La pensée binaire ne passe plus. Elle ne peut pas s'adapter à la mondialisation actuelle. Parce que le monde occidental vivait, voilà, ceci ou cela. Mais quand il y a les Africains qui influencent maintenant l'Occident, les Asiatiques et tout ça, alors comment ils vont faire s'il n'y a pas la tétravalence?
D'accord. Deux dernières questions avant de rejoindre ou que nous rejoigne Éric Christian. Si vous aviez donc à vous adresser aux leaders politiques, peu importe de l'opposition ou de la majorité, qui sont candidats donc également à cette élection, quel est le message que vous leur adresseriez? Mais j'ai rencontré ceux qui sont candidats. Je leur dis simplement ceci. L'idée que nous avons à donner de notre pays, c'est que on se dise, les Gabonais savent discuter, même lorsqu'ils pensent différemment. C'est cette image qu'on doit donner au monde. Ils ont leur point de vue. Je l'accepte, j'ai mon point de vue. Mais nous discutons ensemble. J'ai reçu Pink, on a discuté. J'ai reçu les notables, avec certains j'ai discuté. Mais je suis parfaitement à l'aise. Vous avez déjà rencontré le candidat à président Ali Bongo? Non, mais s'il veut que je le rencontre, je le rencontre. D'accord. La dernière question de cet entretien, vous êtes donc un maillon incontesté de l'histoire de la démocratie gabonaise. Aujourd'hui, quel est le bilan que vous pourriez en faire? Le bilan n'est pas, je ne veux pas dire il n'est pas positif, je dis il n'est pas comme je l'aurais voulu. Pourquoi? Parce qu'on dit une chose qui commence, contient en elle toutes les semences de ce qu'elle va être dans l'avenir. J'avais dit ceci, nous allons d'abord faire une structure initiale à l'intérieur de laquelle nous allions apprendre à discuter ensemble. Justement, je pensais déjà éviter cette pensée binaire. Mais cela a été refusé à la conférence nationale. Alors les conséquences, c'est devant qu'on se trouve aujourd'hui. On exclut les gens. J'ai appris, il y a des PDGistes qui ont été exclus de leur parti politique, mais sans autre forme de procès. On a dit, voilà, tel ne convient pas, et ils disent ça avec quoi on n'est pas d'accord, alors on le met dehors. Mais sans une commission, sans se référer à des statuts, rien. Alors, si on n'a pas appris ensemble, c'est très important quand on a été collègues. Moi, quand je rencontre, par exemple, c'est pas mal, Zachary Meboto, on était à Bessieux, il était avant moi, mais je ne peux pas, vraiment, quand je vois Zachary, il ne peut pas venir à l'idée de l'insulter. C'est pas possible. Quelqu'un comme Oguli Gende, il ne peut pas me venir à l'idée de l'insulter, c'est pas possible. Ben, on peut ne pas être d'accord sur certaines idées, oui, mais le considérer ces gens-là à la légèreté, c'est pas possible. Sur une échelle de 1 à 10, à quel niveau classeriez-vous aujourd'hui la démocratie gabonaise? La démocratie gabonaise n'y est pas. D'accord. Alors, je vous dis pourquoi. Le président de la République, pédégiste. Tout le gouvernement, pédégiste. Les chefs des institutions, pédégiste. Jusqu'au chef de village. C'est un seul parti politique. Ça veut dire on n'est même pas encore dans ce cadre-là à la pensée binaire. D'accord. On est à la... Merci beaucoup de vous être prêté au jeu de questions-réponses pour cet entretien. Nous accueillons dans quelques instants seulement Éric Simon Duobian pour la deuxième partie, le débat. À tout de suite. Le débat, c'est également avec vous qui nous regardez à l'instant. Pensez-vous que les alliances politiques au Gabon soient viables au-delà des périodes électorales? C'est la question de ce numéro. Vous savez comment répondre, le numéro court, le numéro long et à travers les réseaux sociaux, notamment notre page Facebook. Et donc, à vos claviers, comme d'habitude, nous accueillons donc Éric Simon Duobian. Bienvenue. Merci, bonsoir. Merci de nous retrouver. Je suppose qu'on ne vous le présente plus, Mbabesol Paul, qui est donc président, candidat autant pour moi à cette présidentielle, président d'un parti politique, les RPG. On a envie de vous poser la question tout de go. Vous avez suivi sa réponse par rapport à la démocratie. On voulait vous demander quel est selon vous le signe ou la preuve fiable d'une démocratie au Gabon, mais on va plutôt vous demander qu'est-ce que vous pensez de sa réponse. Je voudrais d'abord commencer par vous remercier et remercier surtout le président Mbabesol d'avoir accepté de débattre avec moi. Je crois que c'est un honneur
puisque c'est un Vous monument. croyez, vous êtes... Oui, c'est un monument de la politique gabonaise. Vous savez, l'honnêteté intellectuelle nous oblige à reconnaître certaines vérités. Et comme il est là pour la vérité, alors nous allons dire la vérité. Donc, merci beaucoup au Président. Quant à votre question, je pense qu'il faut apprécier les choses sur 3 niveaux. Le niveau institutionnel, le niveau électoral et le niveau de l'expression citoyenne, pour justement arriver à apprécier si la démocratie gabonaise elle est effective ou pas. Sur le niveau institutionnel, on peut effectivement être d'accord qu'aujourd'hui, nous avons comme l'impression que le pays a régressé, puisque la Constitution de 1991 a prévu un certain nombre d'avancées par rapport à l'époque qui précédait, notamment par rapport au monopartisme. On avait une élection à 2 tours, on avait une élection, enfin, je veux dire un mandat déterminé, limité, et on avait certainement aussi d'autres acquis que nous avons eus au sortir de la conférence nationale de 1989, si ma mémoire est bonne. Et donc, malheureusement, depuis un certain temps, pratiquement depuis au-delà de, je crois, 98, nous sommes revenus presque à ce que nous étions avant 1989. C'est-à-dire que nous avons retrouvé des pratiques institutionnelles déviantes, à mon sens, puisque malheureusement nous sommes dans ce système d'élection à 1 tour, de mandat ad vitam aeternam, et donc vous comprenez qu'à ce niveau il y a régression. Mais si on apprécie aussi la chose sur le plan de l'expression citoyenne, on peut dire que ça ne peut pas être un échec, ou on peut dire qu'il y a de l'expression démocratique à ce niveau, parce que la preuve est là, c'est que j'ai la possibilité de discuter, de débattre avec le président Babessol. C'est déjà quelque chose qui n'existait pas avant 90. Et je crois que on a la presse, elle est presque libre, parce qu'il y a quand même une expression plurielle et des tons pluriels. Et sur le plan, et même au niveau de, comme je dis, au niveau de l'expression citoyenne, on trouve des gens qui peuvent dire tout ce qu'ils pensent, que ce soit à la télé, la preuve que je suis là. Et sur le plan électoral, c'est à ce niveau, malheureusement, que nous sommes restés stagnants. Donc, parce que, malheureusement, à tort ou à raison, au sortir des élections, il y a toujours contestation. Et ça prouve juste à titre que, jusqu'alors, malheureusement, rien n'est fait pour que nous progressions. Et je crois que toute la problématique doit se poser sur le fondement, n'est-ce pas, de cette vision démocratique. Je crois qu'effectivement, comme je le disais, j'ai de la chance d'avoir le président Babessol avec moi sur ce plateau. Quand on aborde la démocratie, sinon le multipartisme dans les années 90, je crois que nous avons raté une chose très importante qui aurait dû être la priorité. On a pu acquérir, comme je le disais, le multipartisme, on a pu acquérir les élections libres, entre guillemets, mais nous avons oublié de nous asseoir pour parler de l'essentiel. L'essentiel était justement comment trouver une démocratie ontologique ayant une idée, l'idée de la démocratie. Nous n'en avons pas. Si vous regardez par exemple, il y a une démocratie française, il y a une démocratie américaine, des États-Unis si vous voulez, il y a une démocratie anglaise, il y a une démocratie russe. Mais là-dedans, on trouve des idées. C'est l'idée qui forme tout. Et toutes les déviations que nous trouvons aujourd'hui viennent de ce manquement. Nous avons vite fait rapidement de nous asseoir au sortir des élections de 93, en 1994, avec les accords de Paris. On a vite fait d'aller discuter de ce qui venait d'arriver. On a comme l'impression que ce qui intéressait les acteurs de l'époque, c'était simplement l'accès au pouvoir. Donc, avoir le pouvoir, être là, se partager les postes, etc., etc. Telle enseigne que les populations ont eu le sentiment à un moment donné que les politiques n'ont pas pensé à eux. Et donc, ils n'ont pas pu idéaliser, hein, ils n'ont pas donné une idée de ce qu'elle pouvait être la démocratie gabonaise. Mais vous pensez quand même qu'elle est vivante, cette démocratie, non, sur deux plans sur 3? Oui, non, je pense qu'aujourd'hui, il y a plus à faire, à mon avis. Et je crois que nous avons même raté encore une occasion, c'était en 2009, où on aurait pu s'asseoir encore pour discuter, pour justement donner une idée à notre démocratie. Je crois que la démocratie gabonaise n'existe pas encore. On peut, parce que simplement, comme je le disais, elle n'a pas d'identité, elle n'a pas d'âme. Vous avez quand même dit tout à l'heure que sur un plan mais je dis, il citoyen et électoral, expression comment dire, non seulement multidimensionnelle, mais aussi elle est multiforme, elle est citoyenne. Là, tout le monde peut parler. On trouve des médias qui malheureusement font dans la déviance. Bon, mais toujours est-il que tout ceci rentre dans un ordre.
Parce que ce qui est important, c'est de trouver cet ordre-là. Monsieur Mbabessol? Oui. Peut-être une réaction? Vous pensez peut-être... Oui, tout à fait. Dans les idées que j'avais émises en 90. Mais par rapport à la presse, je dis que pour avoir une bonne presse, il faut une formation. Émettre une opinion n'est pas une certitude. Vous voyez, il y a un des journaux là que vous avez Le Témoin. C'est moi qui l'ai fondé avec le président de la République. Et qu'est-ce qu'on avait mis? On avait mis un œil. Cela voulait dire quoi? Tu dois écrire ce que tu as vu. Alors, ça veut dire, j'avais demandé ça pour permettre aux jeunes qui font des études d'avoir un média auquel ils pouvaient se référer pour faire leurs recherches. On ne devait parler que de l'histoire du pays, l'histoire du monde, des articles consistants. Alors, ils sont arrivés, ils ont remis du Congo ça, c'est-à-dire, j'ai entendu dire. Première chose. Deuxième chose, je vais encore vous choquer. Le CNC, je ne suis pas d'accord avec ça. Pourquoi? Parce que le CNC est limitatif. Je suis plus pour la conception américaine qui dit chacun n'a qu'à parler, n'a qu'à écrire ce qu'il veut. Mais maintenant, s'il n'écrit pas ce qui est juste, ce qui est vrai, et qui se fait coincer par celui qui est offensé ou lésé dans cette histoire-là, il paye les pots cassés. Il faut laisser les gens parler. J'ai dit, avec le président Bongo, c'était dit ceci. Nous avons, nous deux, pensé qu'il fallait laisser les Gabonais parler. Mais il faut que nous-mêmes, nous soyons capables de supporter la liberté d'expression. Comme maintenant, Monsieur Bongo, Monsieur Mbabessol, vous ne pouvez pas porter plainte contre qui que ce soit. Un chef ne va pas porter plainte contre son administré. Un papa ne va pas porter plainte contre son fils. Nous nous étions interdits ça. Vous n'avez jamais entendu que Bongo Ndimba, Omar Bongo Ndimba a tourné quelqu'un devant les tribunaux, ni Mbabessol a tourné quelqu'un devant les tribunaux. C'est parce que nous avions pris cette décision-là. Nous avons demandé la liberté d'expression, on l'a accepté. Nous savions qu'il peut y avoir des dérapages. Mais ensuite, il fallait mettre les choses en ordre. Et au niveau de la vie des partis politiques, est-ce que vous n'avez pas quand même l'impression, il essayait de prendre cet exemple pour justifier une certaine démocratie. Est-ce que vous avez vous sentez cela? La démocratie, ce n'est pas la multiplicité. La démocratie, c'est donner à chacun de participer au débat. Tant que tout le monde ne peut pas participer au débat, ce n'est pas encore la démocratie. Je vous parlais tout à l'heure de la majorité républicaine. Mais il n'y a pas de participation là-dedans. Les partis ont le haut, c'est les petits partis. C'est une idée, ce n'est pas une affaire de nombre. Il faut que tout le monde puisse participer à la décision, comme dans nos villages, dans la tradition. Mais tant qu'il n'y a pas ça, il y a des partis qui parlent, mais on ne tient pas compte de ce qu'ils disent parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent. Même dans les villages, vous imaginez, je vis dans un village, un jeune homme qui est né, je sais pas, en 1958, et puis ces vieux, quand il parlait de lui, il disait, on va aller voir le vieux. Mais je dis, mais ça ne va pas. Votre fils, vous l'appelez le vieux maintenant parce qu'il a l'argent, mais vous êtes toujours détenteur de la sagesse. Ce qui tue la démocratie, c'est moi j'ai l'argent, donc c'est moi qui dois commander. D'accord, sinon je vais avant que je... Oui, je voudrais rebondir sur ce que disait le président tout à l'heure concernant un peu ce manque de discussion au sein même de la majorité républicaine. Mais le problème qu'il pose n'est pas seulement valable pour la majorité républicaine, ce problème se pose aussi dans ce qu'on peut appeler l'opposition aujourd'hui. C'est tout le problème des alliances politiques. Parce que je crois qu'avant de voir exactement ce qui s'y passe, il faut d'abord commencer par se poser la question sur quelle base ces alliances ont-elles été formées. Si vous regardez par exemple ce qui concerne les alliances de la majorité présidentielle en général, ce sont des alliances qui se forment autour d'une seule personnalité, le président de la République. Et ceci a comme inconvénient majeur. Premièrement, tout le monde, tous ceux qui entourent le président attendent des récompenses particulières. Ce qui fait que si les récompenses en question ne viennent pas, on claque la porte, on sort de là, ou alors
si les gens disent des choses qui vont à l'encontre de la pensée du président, ils peuvent effectivement se retrouver exclus. Deuxième inconvénient, c'est que le président de la République est obligé d'endosser toute la responsabilité, c'est-à-dire tout le bilan de son actif. Et ça, c'est extrêmement dangereux pour une démocratie. Parce que quand on forme une alliance, on la forme à partir d'un projet. C'est en cela qu'on peut critiquer un peu le comportement des partis de la majorité républicaine. Parce qu'aujourd'hui, on peut dénoncer toutes les dérives qu'il y a à l'intérieur. Mais on peut leur poser la question de savoir sur quelle base vous vous êtes engagé à soutenir cette majorité républicaine, sur la base des intentions, des croyances, parce qu'on croyait qu'il aurait pu. En politique, réellement, ça ne marche pas. Peut-être sur des bases pécuniaires aussi, comme il disait tout à l'heure. Je prends aussi les alliances dans l'opposition. Ce sont des alliances d'intention. Ce sont des alliances d'intention. Voyez-vous, depuis 1990, les gens se mettent ensemble parce qu'ils souhaitent enlever le président en place. Ils souhaitent le départ. Mais sans mettre, en fait, des mécanismes de prise du pouvoir. C'est pour ça que vous allez voir que dans ces partis, ce ne sont pas des partis de gouvernement. Ce sont des partis qui tournent autour d'une personnalité et puis la personnalité incarne tout ce qu'il faut comme tel. Or, dans les grandes démocraties, tout parti a pour vocation de prendre le pouvoir et de l'exercer. Et donc, il se dote des mécanismes et des moyens stratégiques pour lui permettre d'accéder au pouvoir. Et je crois que l'échec des alliances politiques au Gabon réside à ce niveau, où les hommes politiques ont du mal d'abord à trouver des projets qui les fédèrent, qui les mettent ensemble. Ils s'engagent sur des intentions dans l'opposition et concernant la majorité républicaine sur la seule personnalité du président. Donc, alors, oui, alors, justement, une alliance, c'est la rencontre de deux personnes différentes et qui ont un projet commun. Mais en même temps, ils ont leur individualité. C'est ça même quand on voit les gens qui se marient. C'est ça. Or, ici, on ne comprend même pas ce que c'est qu'une alliance. C'est comme si nous sommes alliés parce que maintenant, tu peux dire tout ce que tu veux, je veux toujours t'approuver. Il n'y a pas de projet à long terme. Il n'y a pas d'idée pour construire une personnalité. Je dis toujours, on veut faire un système éducatif. Mais pour faire un système éducatif en France, vous savez, les montagnes et tout ça, ça a commencé au XVIIe siècle. L'honnête homme, ils en ont parlé. Et c'est ça qu'ils ont continué à développer avec les Lumières. Et ensuite, quand ils ont donné un portrait du citoyen, on avait un système éducatif pour former ces citoyens-là. Mais ce qu'on a oublié, c'est que dans nos traditions, il y avait ça exactement. Mais on va copier ce qui est à l'étranger pour être aliéné. Il faut partir de ce que l'on est pour pouvoir communier avec l'autre, ce qui n'est pas le cas. Écoutez les discours politiques. Est-ce que justement, les alliances telles qu'elles sont faites aujourd'hui, vu que la base n'est pas la bonne, peut-être selon vous du moins, est-ce que ça ne fausse pas un peu tout le processus démocratique? Mais c'est pour ça qu'il faut s'asseoir. Vous voyez, il a parlé du ratage de 2009 là. Moi, j'avais préconisé 6 mois pour la transition. Alors, ils ont fait 2 mois, après on a fait les élections présidentielles, et ça a donné ce que ça a donné. C'est une des raisons pour lesquelles je me suis retiré, parce que je me considérais plus comme étant de ce monde-là. Il faut savoir où on va. Il faut avoir des opinions, des idées, des certitudes sur lesquelles on est d'accord. S'il n'y a pas ça, il ne peut rien se passer. Aujourd'hui, c'est la même. Moi, quand je fais la campagne pour les présidentielles, je donne des idées, non pas seulement pour mon parti politique. Je donne des idées pour les Gabonais, pour ces jeunes-là, ces jeunes qui sont plus jeunes que moi. Je dis, j'ai une histoire, j'ai fait des études qui ne sont peut-être pas communes, qui n'ont pas été faites par tout le monde. Je veux sortir de ce que j'ai appris de mes études pour le communiquer à ceux qui sont plus jeunes que moi. Mais les jeunes, malheureusement, n'ont pas pris l'habitude de se référer aux vieux. Vous entendez, les vieux, c'est fini. Maintenant, c'est les jeunes. Dès qu'on est parti de là, c'est fini, tout est fichu. Oui, donc, Blanche, je pense que le problème que soulève le président est crucial pour la démocratie. Et non seulement pour la démocratie en elle-même, mais pour
je veux dire, la vie d'une nation. Je préfère parler, moi, généralement, en termes de population gabonaise qu'en termes de peuple. Parce que, comme je le dis, je dis simplement que... Enfin, je dis souvent que quand on regarde depuis 1960 ce pays, et je l'ai dit tantôt, en 2009, nous avons encore raté un tournant important. Nous avons toujours raté des tournants importants pour nous asseoir, pour redéfinir le peuple gabonais. Nous ne l'avons pas jusqu'à présent défini. Et vous allez voir effectivement que... Vous avez dit que vous ne vouliez pas parler de peuple, vous préférez parler des populations gabonaises. Des populations gabonaises. Et vous voyez effectivement que les valeurs qui doivent définir un peuple ne sont pas encore réellement définies. Et aujourd'hui, la nouvelle génération, parce que d'aucuns s'offusquent lorsqu'on leur parle en termes de génération. Tout à l'heure, le président faisait déjà quelque peu allusion à cela en disant vieux, etc. Donc, parce que beaucoup n'aiment pas entendre ce terme-là. Et c'est vrai que c'est un terme péjoratif parce que tout le monde est utile dans la construction d'une nation, mais seulement dans les rôles qu'ils doivent jouer. On doit désormais se référer à quelque chose. Il est important que les générations qui ont géré le pays depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, et je dirais depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui, s'asseyent et se posent véritablement la question de savoir quelle est notre comptabilité, quelle est notre responsabilité par rapport à la situation d'aujourd'hui, la situation du Gabon. Est-ce que nous avons réussi à former un peuple? Est-ce que nous avons réussi à donner une âme à ce peuple? Et justement, j'étais en train de vous dire que les valeurs, union, travail, justice, qui devraient en principe fonder, comme les autres le disent en France, les valeurs républicaines, ne sont pas aujourd'hui pensées dans notre pays. On ne sait pas qu'est-ce que l'union, le travail, la justice. L'union, qui est une des valeurs centrales de notre République, devrait être, par exemple, il en parlait quand il disait la méritocratie, quand on a un talent, qu'on le valorise et qu'on le mette au service des autres. Parce que cela doit se faire qu'à partir du travail. Le travail doit devenir une religion. Or, nous sommes justement devant cette génération qui aujourd'hui se permet encore de se rentrer dedans, de s'attaquer mutuellement. J'ai lu par exemple la voix nouvelle du président Mbabé Sol. Quand il ne parle plus de Ping, de Guizou Badama, de Libongo, c'est-à-dire les gens de sa génération à qui il fait un procès. Mais ce procès s'adresse aussi à lui-même. Et je crois que leur devoir aujourd'hui, c'est de s'asseoir, de se dire, mais enfin, qu'est-ce que nous avons fait de ce pays? Et qui? Et c'est en cela que je pense qu'aujourd'hui, la candidature du président Mbabé Sol doit susciter pas mal de débats sur la qualité de la démocratie que nous voulons. C'est une candidature de la majorité républicaine, c'est une candidature de l'opposition, c'est une candidature indépendante, c'est une candidature du RPG. Peu importe l'interprétation qu'on pourrait donner à cette candidature. Mais c'est une candidature qui dure depuis 1993. Ça veut dire une candidature qui fait déjà 23 ans. Mais quelle est la démocratie? Quel est le sens? Qu'est-ce que nous voulons faire de ce pays? Voilà la grande question. Et je pense que, quel qu'il soit, quel que soit le résultat, mais j'espère seulement que le résultat sera celui que le peuple désire. Mais au sortir des élections de 2016, il serait bien que le peuple gabonais, que les acteurs politiques s'asseyent pour parler du vivre ensemble, parce que c'est ce qui nous manque en priorité, et c'est ça qui doit définir désormais la ligne politique de tous les partis. Alors, ce que vous dites là, on l'avait décidé à la conférence nationale, qu'après la conférence nationale, on allait trouver des intervalles réguliers pour se retrouver un peu comme à la conférence nationale. Et après, c'est tombé dans les oubliettes. Le Gabonais, il a de bonnes idées, et puis il laisse tomber. Mais ce qui est... Oui, vous voulez... Non, je vous en prie, allez-y. Ce qui est important aujourd'hui, c'est d'abord reconnaître les valeurs de chacun. La diversité, quand je dis... Je prends un Dassa, je prends un BT, je prends un FAM. Qu'est-ce que moi je fais avec ces gens? Je veux savoir ce que c'est qu'un Dassa. Il y a des secrets dans ce peuple-là, petit peuple. Comment se fait-il que lorsqu'il y a des initiations chez les Pakota et Pongala, ils parlent en Dassa? Pourquoi? Il y a quelque chose, il y a des secrets. Ce qui est important, c'est qu'il faut connaître chacun. On ne se connaît pas. Chacun veut montrer, ah, moi, je suis ceci, je suis cela. Non, il faut d'abord connaître chacun et dire ce que chacun apporte à la communauté. C'est la raison pour laquelle on avait institué la fête des cultures. Mais avant de déclarer votre candidature, vous étiez au sein de cette alliance-là, la majorité.
Qu'est-ce que vous avez essayé de faire? Qu'est-ce que votre parti ou vous, en tant que personne, avez fait pour marcher un peu plus vers cette démocratie que vous dites ne pas exister? Nous avons toujours dit concertation. On n'a même pas un texte si on ne s'est pas concerté. Les décisions, la plupart des décisions, c'était pris en dehors de nous. Le RPG, bon, il faisait écrire dans les journaux, oui, le RPG ne représente plus que l'ombre de lui-même. Baba Solone est mort. Évidemment, quand vous êtes dans cette problématique-là avec quelqu'un avec qui vous avez conclu une alliance, vous ne pouvez plus avancer. Ça veut dire, il rejetait automatiquement ce que pouvait dire le rassemblement. Mais vous n'êtes pas parti à ce moment-là? Je ne suis pas parti, je vous le répète. Pourquoi? C'est parce que dans la tradition, quand une famille marche mal, on ne claque pas les portes. On reste dans la famille pour que justement cette famille-là se redresse. C'est pour cela que j'ai fait des reproches à mes frères du PDG. Je leur ai parlé franchement. Je dis, vous avez quitté la maison pour aller faire l'opposition. C'est bien. Mais la maison, vous l'avez laissée avec qui? Les décisions qui sont prises là maintenant dans votre maison, ces décisions-là, si vous étiez là-dedans, ce ne serait pas la même chose. Moi, je ne peux pas partir de la majorité. Parce que justement, c'est la majorité qui décide dans le pays. Vous comprenez? Alors si vous laissez décider des gens qui ne sont pas suffisamment éclairés, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes un peu coupable. C'est pour ça que je fais le reproche à mes frères. Je dis, il fallait rester au PDG. Mais je critiquais le PDG quand je suis arrivé. Mais je continue à le critiquer. Mais je dis, mais là, il faut que les notables d'une famille soient là. Ils ne claquent pas les portes, mais pour aller où? De quoi il parle? Oui, on entend entendre le président, on a l'impression qu'il fait plus un procès au PDG et au président. Non, je ne fais pas de procès. Bon, non, je ne fais pas disons qu'il a des choses à reprocher, c'est surtout l'absence de dialogue. Mais cependant, je pense que le dénoncer aujourd'hui, à mon avis, il est un peu tard. Pourquoi? Parce que je crois que durant 7 ans, il y a eu des sujets extrêmement importants. Au lieu de s'atteler à critiquer sur la forme, parce que j'ai lu La Voix nouvelle, où justement on parle d'une gestion arrogante, les ressources humaines qui ne sont pas bien gérées, on n'utilise pas tout le monde, toutes les compétences. J'ai d'abord l'impression qu'il a véritablement une conception très idéaliste du pouvoir, ce qui est bien d'ailleurs, mais le plus important c'est d'arriver à le concrétiser. Et qu'à l'intérieur de, je disais, par rapport à la gestion du pays, moi j'aurais voulu entendre M. Mbabe Sol, le président, sur les questions sur l'île Mbagné. Ces questions qui sont des questions de haute importance pour notre République. L'île Mbagné, qu'est-ce qu'on a dit? La question sur l'ouverture des frontières, notamment la libre circulation, on n'entend pas les partis, que ce soit de la majorité ou de la société, mais les questions, les débats tournent plus autour de la personne d'Ali Bongo et sa façon de gérer. Donc, les questions Pardon, je pense que ça c'est... Déjà, Eric, ça c'est un autre débat. On abordera cette question dans une autre émission. Je voudrais revenir, si vous me permettez, aux alliances. On a l'impression qu'ils montrent une certaine force, un certain pouvoir que les alliances pourraient avoir si elles sont bien utilisées. Est-ce que vous avez l'impression, au regard des alliances telles qu'elles sont passées aujourd'hui, qu'on peut parvenir à cette... je disais tantôt que ce qui doit définir les alliances, c'est d'abord le projet. C'est pour cela que ce que je disais tout à l'heure a tout son sens. Je disais, à l'intérieur d'une coalition, il faut justement des débats, il faut justement dénoncer quand ça ne va pas, et le peuple doit le savoir. Il ne s'agit pas de dénoncer en sourdine, enfin, dans les couloirs. Il s'agit de dénoncer pour que le peuple sache quelle est la position, par exemple, du RPG par rapport à telle ou telle situation. Quand je parle de la libre circulation, c'est des questions de haute importance. Quand je parle d'introduire la deuxième langue, l'anglais, faire de Gabon une... Surtout ce qu'on retient, il ne faut pas claquer la porte. C'est des exemples, il ne faut pas claquer la porte. Moi, je suis d'accord avec lui. Il ne s'agit pas de claquer la porte. Si à chaque fois qu'il y avait des problèmes dans nos familles, on claquait la porte, ça donnerait quoi? En revanche, il s'agit de montrer au peuple, parce que c'est au peuple qu'on rend compte. Vous savez, comment donc interpréter ces départs en cascade? Je voudrais préciser. Pas le peuple, parler des populations. Oui, des populations. Oui, je voudrais quand même expliquer quelque chose. C'est très important. Vous savez, le problème de notre pays, en ce qui concerne la démocratie, en ce qui concerne l'accès au pouvoir et l'exercice du pouvoir et le maintien du pouvoir, c'est qu'on a comme l'impression que les hommes politiques craignent plus autre chose que le peuple, sinon les populations. Ils craignent plus, dans les temps anciens, c'était la théocratie où Dieu exerçait directement son pouvoir auprès des... On se souviendra de l'Ancien Testament, etc., de tout ce qui s'y est passé. Mais depuis 1789, on parle de démocratie.
par exemple, la française. Démocratie au sens où le pouvoir doit revenir au peuple, même depuis la Grèce antique, où le peuple doit revenir, le pouvoir doit revenir au peuple. Ce qui veut dire qu'il s'agit d'abord de considérer l'opinion du peuple. Ça veut dire qu'à l'intérieur d'une alliance, quand il y a des problèmes, qu'on vienne rendre compte au peuple. Le peuple doit savoir. Et donc, il ne s'agit pas de craindre. Et vous allez voir, justement, le débat se pose aujourd'hui. Je me permets de prendre encore 2 minutes. Aujourd'hui, regardez, 30 secondes. Non, 30 secondes. Mais regardez aujourd'hui. Tous les candidats s'amusent à faire croire qu'ils sont soutenus par la France. Et d'autres, par exemple, en 90, le père Paul Mbabessol, dans les années 90, parlait des missiles Kappa, missiles sol-sol. Ça veut dire qu'on compte aussi sur autre chose. Je peux défaire le pouvoir spirituel, mystique du président Omar Bongo. Et donc, ici, on a comme l'impression que les gens craignent plus, n'est-ce pas, ce côté mystico-spirituel, et plus cette crainte de la France qui devrait soutenir tel. Aujourd'hui, c'est l'opinion qui se distille au sein du peuple. Donc, au lieu de craindre, en priorité, le peuple. Ok. Vous permettez, je préfère qu'on s'intéresse peut-être, avant de revenir à cette question, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Vous avez donc la voix nouvelle, au-delà de votre déclaration d'acceptation de candidature. Peut-être nous dire un peu c'est quoi la voix nouvelle? Oui, la voix nouvelle, c'est justement, on dit, c'est la tétravalence. À l'intérieur de cette voie-là, on initie maintenant, il faut que tout le monde puisse participer. Et comprendre la résolution que... on ne s'en tient pas à une opinion, mais il faut arriver à des certitudes, pas on a dit. Comment est-ce qu'on peut appeler ça? C'est votre projet? Non, c'est un discours ordinaire, mais on ne présente pas de projet. C'est un document didactique, juste... oui, voilà. Oui, et donc, expliquez-nous un peu comment vous pensez mettre cela en pratique, bien sûr, avec le contexte actuel tel qu'il est. Ce n'est pas le programme, là. Oui, non, bien sûr. Je dis votre voix nouvelle. C'est ce que nous sommes en train de faire, là. Les débats. Bon, les débats, ça fait, ici, c'est l'élite. Oui. Mais il faudrait organiser des débats à un degré moins élevé. Il faut que les gens apprennent à discuter ensemble. Il faut qu'ils apprennent à argumenter. Qu'on voit entre les choses des relations de cause à effet. Parce que vous avez des gens qui disent des choses, on ne sait pas où ils sont allés chercher ça. Alors, pour dire pour la mystique, vous savez, je peux prendre un exemple, par exemple, j'ai souvent expliqué ça, les Bakota. Les Bakota te disent, oyez-moi. Toi, tu dis, Nobé. Oyez-moi, ça veut dire, est-ce que tu es réveillé? Alors, regardez ça au niveau philosophique. C'est-à-dire, on suppose que parce que tu as dormi toute une nuit, que tes ancêtres sont venus te parler. Et parce que tu sais maintenant, tu as des solutions à ton problème, tu es réveillé. Donc, le réveil, c'est celui qui devient scient, celui qui devient connaisseur. Il connaît maintenant alors qu'il ignorait. Il n'est plus au simple niveau des opinions, mais au niveau des certitudes. Vous avez appelé ça la voie nouvelle. Est-ce que c'est différent de ce que vous avez pensé depuis le début de votre parcours politique jusqu'à présent? Non, pourquoi nouvelle? Pourquoi cette voie nouvelle? Non, je précise ça parce qu'on parle de majorité-opposition. Tout est confondu. Je dis maintenant, la voie nouvelle, ça veut dire on transcende l'opposition et la majorité. Mais dans l'exercice politique, c'est en cela que j'ai du mal à lire quand bien même je comprends en tant qu'intellectuel ce qu'il veut dire, enfin ce qu'il dit. Il faut transcender les clivages et faire la promotion des valeurs qui doivent guider justement le Gabon. C'est ce qu'il dit. C'est après ce que j'ai compris. Mais la pratique du pouvoir, puisque le parti, quand on est candidat à une élection présidentielle, c'est pour prendre le pouvoir. Et justement, l'accès au pouvoir, pour accéder au pouvoir, il faut un ensemble de propositions concrètes. Donc, et c'est ça, justement, parce que quand il parle de la tétravalence, ça c'est un très bon terme, moi je comprends, mais le peuple, c'est-à-dire ceux qui sont du niveau moins important, auront plus de mal à saisir. Et mais non, on ne va pas parler de la tétravalence pendant la campagne. On va présenter le projet. Vous savez déjà les éléments essentiels du projet du rassemblement. Oui. Quand on parle d'école, ils comprennent l'école entre 4 murs. Ils ne comprennent pas. L'école, c'est beaucoup plus immense que ça. La formation des gens, la formation des mères de famille, la formation des ménagères, la formation des enfants, c'est beaucoup plus... parler de la santé.
Ah, la santé, c'est immense. J'ai une dernière question pour vous, messieurs. Il nous reste juste quelques minutes, hein, peut-être deux, avant de terminer. Qu'est-ce qui, selon vous, explique ces clivages au sein des alliances, au sein des partis politiques, une fois les leaders partis ou disparus? Qu'est-ce qui explique, selon vous? Je vous l'ai déjà dit que d'abord, les partis politiques, notamment ceux de l'opposition, parce que jusqu'aujourd'hui, il faut quand même être honnête, le seul parti qui a réussi, au sens de Machiavel du terme, la réussite politique, c'est que lorsqu'on arrive à accéder au pouvoir, le garder le plus longtemps possible du pouvoir. Donc, vraiment, il faut qu'on s'entende. C'est ce sens-là que je donne. Donc, le parti qui a réussi à rester, à prendre le pouvoir et y à rester, c'est le PDG. Et les autres partis qui envisagent ou qui veulent accéder au pouvoir ont du mal à le faire. Pourquoi? Et tout simplement parce que, comme je le disais, les partis tournent autour d'une personne. Il n'y a pas de projet d'ensemble, une vision d'ensemble. Peut-être repenser donc les alliances politiques au Gabon. Il faut que les partis repensent, même dans leur politique de formation, comme il le dit si bien, parce que les partis ont du mal à former même leurs propres militants à la vision citoyenne qu'ils veulent partager avec le peuple. Et je crois que tout le problème se trouve d'abord à ce niveau. Quand je défends le RPG, c'est au nom de quoi? Est-ce que c'est parce que c'est la personne de Babsol? Quel avenir des alliances politiques au Gabon? Le RPG ne peut pas dire au nom de quoi. C'est un exemple du peuple. Depuis 25 ans, nous présentons ce programme-là. Oui. Mais puisqu'on n'a pas eu le pouvoir, on n'a pas montré tous les dessous du programme. Quand on veut dire avoir un terrain, quand on veut dire avoir une maison, c'est tout un ensemble de choses. Alors, tant qu'on n'est pas au pouvoir, on ne peut pas tout déployer. Quel est donc, selon vous, l'avenir des alliances politiques au Gabon? Les alliances politiques, je crois aux alliances politiques, mais nous avons justement, lui, les professeurs, c'est eux qui forment les élèves justement à la tétravalence. Il faut qu'ils apprennent à discuter. Parce que le professeur dit, je connais, tu n'as rien à dire. C'est différent. Le professeur qui dira, moi je veux que les élèves discutent, mais le professeur va venir, écoutez, monsieur, vous faites du désordre. Voilà le problème. Alors, il faudrait justement, comme il disait, il faudrait qu'on arrive à avoir un certain nombre de valeurs. On dit, on fait telle expérience ensemble, on va en analyser les résultats. Mais on ne fait rien ensemble au Gabon. Les gens ne lisent pas. Je peux dire là devant tout le monde, ceux qui m'écoutent, il n'y a personne au Gabon, depuis que la politique a commencé au Gabon, qui écrit autant que moi. Je crois que je suis encore le plus ignoré de tous les Gabonais, parce qu'ils ne lisent pas les textes que j'ai écrits. Les villages, les Kama, tout ça. Et tout est basé dans la tradition, mais personne ne lit. Ce sera votre mot de fin? Il faudra qu'un jour, que les gens se mettent à lire. C'est les professeurs. D'accord, merci beaucoup messieurs, merci Éric Simons-Viaubian. Je rappelle que vous êtes philosophe, enseignant-chercheur à l'université Omar Bongo. Merci à vous Paul Babsol d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes candidat à la présidentielle pour le compte du RPG. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas, le débat se poursuit sur les réseaux sociaux, notre page Facebook et les numéros qui s'affichent au bas de vos écrans. Oui ou non, c'est la réponse aux questions. Bonne soirée à tous et restez en compagnie des programmes de Canal 7. Merci.